Elle, c'est Justine Métro. C'est une skippeuse qui nous a fait le plaisir de nous recevoir afin de parler de son parcours et de son aventure au Vendée Globe. Bonjour Justine Métro, Bonjour. d'où viens-tu Où est-ce que tu as grandi? Moi j'ai grandi en Suisse, dans le canton de Genève, donc dans une petite ville qui s'appelle Versoix, qui est au bord du lac Léman. Voilà, c'est là que j'ai passé les 25 premières années de ma vie. Et alors, en tant que Suissesse, comment as-tu découvert la navigation? Parce que c'est beaucoup des sports qu'on apprend, qu'on découvre en tant que côtier, mais donc en Suisse c'est plus compliqué. Donc comment as-tu découvert ce sport? Moi j'ai découvert ce sport sur le lac Léman justement, voilà, parce que quand mes parents ils se sont installés à Genève, ils ont acheté un petit bateau, ça nous permettait en famille d'aller passer les week-ends ou des vacances sur le lac, comme par exemple des Bretons le font ici, mais voilà, c'est pas exactement le même cadre, mais par contre je pense que c'est un peu la même atmosphère, voilà, vraiment juste profiter de passer du temps sur l'eau pour le plaisir en famille, donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé pour moi. Et les sensations, est-ce que ce sont vraiment les mêmes sur un lac et sur la mer, sur les côtes, tout ça ou... Je pensais, les bateaux ça fonctionne pareil partout, mais après c'est sûr que sur le lac Léman en général, surtout l'été, on a quand même plutôt des conditions de navigation assez calmes, on voit toujours la côte, donc c'est sûr que c'est sûrement pas des conditions de navigation aussi exigeantes que ce qu'on peut avoir ici en Bretagne. Quand est-ce que tu as décidé d'en faire ton métier et qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir en faire ta profession? Pour moi, c'est vraiment venu petit à petit. Je pense justement, vu que moi j'ai grandi en Suisse, le métier de navigateur ou navigatrice, encore plus, c'était pas du tout une perspective. C'était pas du tout un métier auquel j'ai pensé quand j'étais enfant, mais voilà, par contre, j'ai énormément navigué quand j'étais adolescente. Tout mon temps libre, il passait dans la compétition et aussi dans le fait d'apprendre à mener des bateaux en mer. Et je pense que du coup, peut-être quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai commencé à l'imaginer, mais plus peut-être d'un côté skipper, de croisière, de charter, de choses comme ça. Et je pense pour la course, c'est vraiment plus venu au fil des opportunités, de l'évolution où on passe petit à petit des circuits amateurs aux circuits professionnels. Et en fait, ça se fait, la transition, elle se fait vraiment petit à petit. Ouais, c'est plus sur le long terme du coup. Ouais, c'est plus sur le long terme sans vraiment avoir de projet. Mais voilà, en fait, j'ai pu évoluer jusqu'à ce que finalement ça devienne mon métier. Comment tes parents ont réagi lorsqu'ils ont appris entre guillemets que tu voulais en faire ton métier? Est-ce qu'ils avaient un petit peu une peur de voir leur fille faire un sport qui peut être dangereux par moment? Je pense en tout cas s'ils ont des peurs, ils me les ont jamais vraiment trop adressées. Après c'est vrai que justement la discussion en tant que telle, elle a jamais vraiment eu lieu. Je pense que la vraie étape en fait pour moi ça a été quand j'ai eu 25 ans où j'ai décidé de faire un projet mini transat, donc de préparer une traversée de l'Atlantique en solitaire sur des petits bateaux de 6,50 m, qui est un peu le circuit par lequel on met un pied dans la course au large en solitaire, et que du coup pour ça je venais m'installer ici à Lorient. Je pense que ça a été plus l'étape un peu déterminante, mais j'ai pas le souvenir d'une discussion précise ou de crainte de leur part. Et je pense que moi j'ai eu la chance de grandir dans une famille où je pense j'ai toujours eu, moi et mes frères et sœurs, on a toujours eu beaucoup d'autonomie, on a toujours eu des parents qui nous faisaient confiance pour aller réaliser les projets et les choses qui nous faisaient envie. Je pense qu'il y a plutôt eu de l'encouragement et du soutien pour ça. Ouais. Et donc, au niveau des parents, pour la confiance, il n'y a pas de problème, mais au niveau des sponsors, quand on est une fille dans ce milieu, est-ce que ça peut paraître plus compliqué que pour des garçons? Je pense que ça dépend. Je dirais que pour le fait de trouver des sponsors, ça peut être parfois plutôt un avantage parce qu'on reste quand même minoritaire. Les navigatrices en course au large, on représente à peu près 1/10 des participants. Donc c'est quand même une manière de sortir du lot. Potentiellement ça peut rendre les choses plus simples, mais par contre ça veut dire que du coup pour accéder à la course au large, les femmes sont obligées de monter leur projet, d'aller chercher leur partenaire, et peut-être que ce sera plus simple pour elles de pouvoir faire ça, ou un peu plus simple que pour certains hommes. Mais par contre, l'accès aux femmes à certains autres circuits, au circuit inshore, à certains supports où on va naviguer en équipage, là je pense que c'est plus compliqué par contre pour les femmes d'accéder à ça, d'être sollicitées pour aller naviguer sur d'autres projets que son propre projet. Mais donc, toi, tu as quand même réussi à bien t'insérer dans ce domaine-là. Et donc, après avoir participé à de nombreuses courses, dont la Route du Rhum en 2022, tu as participé à l'édition 2024-2025 du Vendée Globe pour la première fois de ta carrière. Et donc, tu as terminé 8e et première femme. Et est-ce que c'était un rêve de faire cette course? Est-ce que tu t'imaginais, quand tu débutais dans ce domaine-là, un jour, je voudrais faire cette course-là?
Je pense que j'ai commencé à y penser vraiment petit à petit. J'ai commencé à y penser sérieusement, je pense à la fin de 2017, parce que j'avais déjà fait une mini transat, j'avais fait un tour du monde en équipage. Et puis j'avais fait une très bonne saison en Figaro cette année-là avec une bonne solitaire du Figaro. Donc c'est à ce moment-là que j'ai pensé, j'ai commencé à me dire maintenant je commence à avoir l'expérience nécessaire pour pouvoir potentiellement faire un Vendée, mais voilà, c'est venu aussi petit à petit parce que c'est vrai que quand j'étais petite ou même quand j'ai commencé justement ma carrière de course au large, ça me paraissait vraiment très lointain et assez inaccessible. Et ça faisait combien de temps que tu te préparais pour cette course-là justement? Du coup, pour le Vendée Globe, concrètement, on a commencé la préparation à l'été 2022. C'est à ce moment-là qu'on a racheté avec mon sponsor l'ancien Charal. Et que le projet a vraiment démarré avec la reprise du bateau, les premières navigations, etc. Mais du coup, avec Teamwork, on avait commencé à travailler justement à la fin 2017-2018, où on avait déjà essayé de monter un projet pour le Vendée Globe 2020, sans réussir à finaliser les choses, parce que pour Teamwork, c'était important, il ne voulait pas partir tout seul. C'était un projet aussi trop important pour que l'entreprise elle puisse les porter tout seul, et à ce moment-là, on n'avait pas réussi à trouver de copartenaires pour lancer un projet. Une fois que la course a démarré, comment se sont passés les premiers jours sur le bateau, avec notamment le passage du golfe de Gascogne? Les premiers jours, ils se sont plutôt bien passés. On a eu de la chance de prendre un départ dans des vraiment petites conditions, donc c'est pas forcément le plus simple, mais par contre c'est agréable parce que ça permet de partir dans du petit temps, on a le temps de voir les choses, il n'y a pas de stress du moment du départ, on sait qu'il n'y a pas trop de risques d'avoir des soucis avec le bateau, des collisions avec des... Il y a quand même énormément de monde sur l'eau, il y a nos concurrents. Donc c'est départ plutôt relax, et départ aussi tout un golfe de Gascogne qui se passe plutôt dans des conditions faibles à modérées, donc vraiment un départ de course qui est facile et qui permet à tout le monde de se mettre tranquillement dans la course, je pense. Et donc après les jours de fête sont vite arrivés. Donc comment tu t'étais préparé à l'idée de passer ces fêtes, Noël, le Nouvel An, seul sur le bateau? Ouais, c'est vrai que quand on part, on sait que de toute manière, vu qu'on part le 10 novembre à peu près, Noël et Nouvel An, on sera à peu près au niveau du Cap Horn. Mais on sait avant le départ que ça va se passer comme ça, on sait qu'il y a des petites surprises qui ont été glissées dans notre bateau par nos proches, par notre équipe aussi avant le départ, à différents endroits, donc on les retrouve petit à petit sur peut-être le mois et demi qui nous amène au Cap Horn. Ça se fait. Après, c'est vrai que justement, vu qu'on est encore dans les mers du Sud, à ce moment-là, c'est pas non plus les conditions les plus propices à fêter, même si on est tout seul, mais ça se passe quand même. Et puis moi, typiquement, j'ai eu ma famille quand même au téléphone au moment de Noël, parce qu'ils se réunissaient, donc on arrive quand même si on est en mer, à célébrer un peu ce moment un peu plus spécial sur la durée de la course. Ça doit être quand même super réconfortant de pouvoir appeler sa famille, avoir un moment avec ses proches dans cette aventure que tu as vécue. Oui, c'est sympa, et effectivement c'est super important. C'est vrai que sur le Vendée Globe, on a clairement pas le droit, c'est interdit qu'on ait un contact avec des professionnels de la préparation mentale ou des psychologues du sport. Mais par contre, le réconfort, ou quand on a des coups durs, on peut typiquement échanger avec notre famille. Par contre, avec notre équipe, ça, il n'y a pas du tout d'interdiction. Donc c'est chouette de pouvoir partager des moments comme ça. Et puis aujourd'hui, ça se fait quand même beaucoup plus facilement que dans le passé. Parce qu'aujourd'hui, on crée notre propre Wi-Fi à bord avec nos antennes satellites. Et du coup, notre moyen de communication principal, c'est WhatsApp, où c'est très facile d'envoyer des messages sur des groupes. Et même de téléphoner de temps en temps, ça fonctionne aussi très bien. Donc, tu parlais de moments où on a le mood un petit peu moins bon. Quel a été le moment le plus difficile pour toi sur le bateau? Je dirais que la période la plus difficile pour moi, ça a été sur la remontée de l'Atlantique après le Cap Horn, parce que c'est vrai qu'on laisse les mers du Sud derrière nous, c'est quand même déjà un gros morceau. On est en mer depuis déjà à peu près 2 mois. Ouais, je pense que le groupe avec lequel je naviguais, on a vraiment pas eu une remontée de l'Atlantique facile, peu de conditions où c'était vraiment agréable de naviguer. Je pense qu'il y a aussi la fatigue accumulée de justement des 2 mois de course qu'on a dans les pattes, un peu de stress. On sait que le bateau il commence aussi un peu à fatiguer, donc il y a aussi un peu plus de stress par rapport à la fatigue du bateau. Donc cette période-là, ça a été la plus dure à gérer pour moi, alors que tout le début de la course jusqu'au Cap Horn, j'avais pas vraiment eu de coup de mou, Et donc d'ailleurs, en parlant des conditions, comment étaient les conditions de vie sur le bateau pour tout ce qui est hygiène de vie, les repas, tout ce qui est repos, dormir, tout ça, ça doit être compliqué quand même?
C'est pas vraiment compliqué, mais c'est sûr que c'est assez rustique. Donc voilà, pour se faire à manger, on a juste un petit jet boil, donc voilà, un petit réchaud sur lequel on fait bouillir de l'eau qui va nous permettre après de réhydrater les plats lyophilisés, déshydratés qu'on embarque, ou des fois de faire réchauffer des plats en bain-marie aussi parce qu'on a quelques plats sous vide. Donc ça, voilà, c'est assez basique. Dans nos bateaux, il n'y a pas non plus de toilette, il n'y a pas de douche. Donc voilà, quand il fait chaud, on peut se doucher à l'eau de mer et juste rincer avec un peu d'eau douce. Ça marche très bien. Si on est dans les mers du Sud, peut-être qu'il faut réchauffer de l'eau pour pouvoir le faire. Et puis voilà, toilette, ça se fait assez facilement. On utilise un seau et puis tout va à la mer. Donc voilà, ça reste quand même assez basique. En général, on peut s'imaginer combien de douches sur la totalité de l'aventure? Je dirais une dizaine sur les 2 mois et demi. Ouais. Après voilà, il y a des périodes, typiquement toutes les mers du Sud, on passe quand même à peu près 5 semaines dans des conditions qui sont assez froides. S'il fait froid, tu vas peut-être juste te laver à la lingette quand tu changes de vêtements. Mais aussi vu qu'il fait froid, tu te sens pas très sale, tu peux transpirer, mais c'est une période où tu n'as pas forcément besoin de te changer énormément ou de te laver énormément non plus. Il y a cette période froide, mais par contre, quand on remonte l'Atlantique et quand on le descend aussi, on passe quand même dans la zone équatoriale, où là, pour le coup, il fait très chaud, il fait des fois 30-35 degrés dans le bateau. Donc là, typiquement, tu as plus envie de te doucher, mais c'est aussi beaucoup plus facile de le faire parce que l'eau est chaude et que c'est facile à aller se doucher sur le pont et après juste se rincer à l'eau douce et ça marche très bien. Après plus de 2 mois passés sur le bateau, tu es arrivé le 25 janvier, 8e au classement et première femme ainsi que première internationale. Quel souvenir tu as de ce moment? J'en ai vraiment un bon souvenir. La dernière semaine de course, en plus, elle a été assez engagée parce qu'on finit dans l'Atlantique Nord en plein hiver. Donc on a encore eu 2 grosses dépressions avant d'arriver. Donc il y a vraiment un soulagement, je pense, au moment de couper la ligne et de se dire c'est bon, là j'ai fini la course, j'ai ramené le bateau. Et puis moi j'étais globalement satisfaite de ma course. Et puis on retrouve aussi notre équipe qui est là pour nous accueillir, nos proches, les sponsors. Il y avait énormément de public aussi ce jour-là parce qu'on était 4 bateaux à rentrer au Sable d'Olonne en même temps. Donc c'était vraiment un chouette souvenir où enfin tu peux te relâcher, retrouver les gens et puis vraiment juste profiter du moment. Et donc avec cette performance, tu as battu le record de temps pour une femme. Est-ce que c'était un objectif, même si c'est pas le principal, est-ce que c'était dans un coin de ta tête? C'était dans un coin de ma tête, mais après je pensais que dans la logique des choses, sûrement que ce temps-là il serait battu parce que le dernier record il datait donc du Vendée Globe précédent, mais il avait été fait par Clarisse Kremer qui était sur un bateau à dérive. Donc la logique voulait que, vu que cette fois on était plusieurs femmes avec des foilers, on a été plusieurs à terminer le Vendée Globe, on est quand même sur des bateaux qui sont passablement plus rapides. Ça allait dans la logique des choses que ce record-là il soit battu. Maintenant avec le recul, qu'est-ce que tu en as pensé de cette course? Est-ce que c'était la plus difficile que tu as pu faire? Oui, je pense que c'était la plus difficile, parce que déjà c'était le premier tour du monde que je faisais en solitaire, sans escale, sans assistance. C'est vrai que toutes les règles qui vont autour du Vendée Globe, elles participent aussi à la difficulté de la course parce qu'on sait que on n'a pas le droit de s'arrêter, on n'a pas le droit d'avoir de l'aide pour réparer. Il n'y a pas beaucoup le droit à l'erreur. Et puis aussi juste la dimension de la course, d'aller faire un tour du monde tout seul, où on passe autant de temps en mer, où on sait que on va naviguer dans plein de conditions différentes. Il y a vraiment une complexité de l'exercice qui fait que c'est super intéressant, mais qui fait aussi la difficulté de la course. Quel est ton meilleur souvenir de cette course, hormis l'arrivée bien évidemment? Non, il y en a plein, je pense c'est pour ça qu'on fait ça aussi, il y a des moments difficiles, mais il y a aussi plein de bons moments qui peuvent être assez simples, juste quand il y a des belles conditions, des beaux paysages, des beaux couchers de soleil, levées de soleil, de la rencontre avec la faune. Je pense qu'un des moments forts, ça reste aussi le passage du Cap Horn parce que c'est quand même
voilà, un endroit assez mythique et autour duquel finalement on a assez peu l'occasion de passer dans nos carrières. Pour moi, c'était seulement la deuxième fois que je le contournais, alors que ça fait 15 ans que je fais de la course au large. Donc voilà, ça reste un moment assez important aussi. Et maintenant, quel est ton prochain objectif ? Alors l'objectif cette année pour moi, c'est je continue à naviguer sur le bateau avec lequel j'ai fait le Vendée Globe. Ce bateau-là, il sera vendu à la fin de l'année, mais d'ici là, on a plusieurs courses en double et en équipage. Cette année, il n'y a pas de solitaire. Et donc l'objectif principal, c'est la Transat Café L'Or, qui est l'ancienne Transat Jacques Vabre, donc qui fera Le Havre, la Martinique au mois d'octobre, fin octobre. Merci beaucoup à toi. Merci. Merci pour le temps que tu m'as accordé et puis félicitations pour tout ce que tu as fait. Merci.